Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut les copains, salut les copines, salut Rudy. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, puisque je suis désormais de corvée d'introduction, vous l'avez bien compris, vu que Fabrice ne veut plus faire l'introduction, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 à partir des erreurs qu'on a pu faire, du temps qu'on a perdu, des blessures qu'on a eues à la suite d'application de mauvais conseils, notamment de pratiquants dopés. Et donc, depuis maintenant 13 ans, ça a donné des milliers d'articles, des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts, ainsi que des projets un peu plus entrepreneuriaux, comme notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, avec des compléments surtout destinés à améliorer la santé, disponible sur superphysique.org, une application, SP Training, disponible sur l'App Store et sur le Play Store, qui est vraiment un coach dans votre poche, qui vous dit quoi faire à chaque séance. Ça vous fait gagner un temps considérable à un prix vraiment ridicule, sachant qu'il y a également une version gratuite, que je vous invite fortement à essayer. Et dans ce cas-là, ce sera un super cahier d'entraînement. On a également dans la vraie vie la salle Superphysique à proximité d'Annecy que je gère. Donc si vous êtes de passage à Annecy, n'hésitez pas à me contacter pour venir vous y entraîner. Je fais pas de rencontre particulière, mais si vous souhaitez vous y entraîner, ce sera possible quand j'y suis pour m'entraîner, et ce sera avec plaisir. Ou si vous êtes à Annecy régulièrement et que vous cherchez une salle un peu différente, pas une salle commerciale, mais une salle un peu plus familiale, eh bien n'hésitez pas à me contacter également. Il y a tous les liens dans la description pour cela. Et il y a également la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, à proximité d'Annecy également. Et pareil, il faut me contacter pour en savoir un petit peu plus. Et sinon, plus personnellement, on a chacun nos propres sites internet, en plus de superphysique.org. Il y a musculation-alter.fr pour Fabrice, avec notamment son livre du même nom. Et de mon côté, j'ai mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, ainsi que des livres et formations, comme le guide de la sèche naturelle ou le guide de la prise de masse naturelle, ou les deux, si vous êtes des gourmands, que j'envoie tous les vendredis en ce moment, de manière dédicacée personnellement. Donc c'est moi qui vais à la poste avec mes petites mains et tout porter. Et sinon des formations, notamment en fonction de la morphoanatomie, pour apprendre à s'analyser et pour apprendre à s'entraîner en fonction de celle-ci. Parce que comme vous le savez, on est tous différents et donc ça n'implique pas des conseils universels, mais bien des conseils personnalisés pour avoir des résultats et on va dire vraiment exploiter son potentiel en réduisant encore une fois son risque de blessure et pour ne pas perdre de temps. Et donc dans ces podcasts, depuis maintenant quelques années, on vous partage notre actualité et on essaye de répondre aux questions qui ont été posées sur les forums Superphysique. La semaine dernière, je vous avais d'ailleurs posé une question, si ça vous intéressait, que je fasse des podcasts spéciaux où je répondais un peu plus en détail aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, parce que dernièrement, on a beaucoup d'actualités, notamment avec l'opération du dos de Fabrice, sur laquelle on va encore revenir un petit peu aujourd'hui. Et vous avez été peu nombreux à vouloir ces hors-séries. Je crois que j'ai compté 5 ou 6 personnes maximum. Autant dire que ça me motive pas trop à passer 1 heure et demie de plus entre la préparation, l'enregistrement et la mise en ligne. Donc si vraiment ça vous intéresse, manifestez-vous. Sinon, s'il y a que 5-6 personnes, cela ne me, me motive pas assez pour m'organiser pour 1 heure et demie de plus à faire du contenu si ça n'intéresse pas vous, mes chers auditeurs. Alors Fabrice. C'est que Rudy, t'as pas compris en fait, un hors-série, si je suis pas là, c'est pas un vrai hors-série, donc c'est pour ça que t'as pas eu assez de demandes. désolé de te dire la Oui, vérité. oui. En fait, moi je veux parler de muscu. J'ai envie de parler de muscu, d'aider et tout, mais je vois que plus personne veut s'entraîner, quoi. Plus personne veut s'entraîner et tout le monde préfère nos petites blagues, quoi. J'ai bien compris, on va devoir monter un duo show, quoi. Comme un one man show, mais à deux, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je te signale, mon cher Rudy, que normalement, j'ai plusieurs semaines d'ITT, d'interruption temporaire de travail. Donc déjà là, sois bien heureux que je participe au podcast, parce que normalement, légalement, je ne devrais pas participer. Ah, mais heureusement que le podcast n'est pas du travail et n'est que du plaisir, hein, comme tu t'en doutes. Alors, Oui, alors Fabrice. je fais un petit bilan mais rapide parce que là, on va pas encore y passer une fortune, un temps long. Et donc là, j'en suis à 2 semaines après l'opération du dos. Donc je rappelle, j'ai eu une opération du dos parce que j'ai eu une sciatique paralysante. Enfin, on va appeler ça semi-paralysante. Et donc du coup, j'avais un problème moteur au pied. Et quand on a un problème moteur au pied et une sciatique, eh ben on fait une IRM et le cas échéant, faut opérer. Il n'y a pas d'autre solution, on peut pas attendre. Et donc j'ai été opéré. Et voilà, donc là j'ai entre 4 et 6 semaines de convalescence, donc là j'en suis à la deuxième. Le moral est revenu parce que je peux marcher de tout mon soul, ça j'ai le droit, les kinés ont été clairs là-dessus, et ça m'étonne pas vu que quand on marche, effectivement c'est un moment où j'ai pas mal au dos du tout. Donc tout va bien, je marche.
Comme à côté de chez moi, il y a beaucoup de côtes, de descentes et tout ça, je peux marcher dans des environnements variés et c'est excellent pour la mobilité de la cheville, qui était un des problèmes parce que j'ai perdu beaucoup de mobilité à la cheville. Donc en fait, quand je marche, c'est un genre d'espèce de rééducation active. Donc tout ça est très bien. Et au final, de manière positive, mon cher Rudy, figure-toi que j'ai récupéré énormément de mobilité de cheville et des orteils. C'est allé beaucoup plus vite que le laissait sous-entendre les kinés. On va dire que si j'étais entre allez 1 et 2 sur 5 avant l'opération, là, avec la sciatique paralysante, là, je dirais que je suis entre 3 et 4 sur 5. Donc ça s'est normalisé. On va dire que j'ai la mobilité et la force d'un type normal, même si je suis pas revenu au niveau. Ça te correspond bien, un type Voilà. normal. C'est à peu près le qualificatif. Ouais. Non, mais parce qu'avant, pour ceux qui suivaient, j'avais une très très bonne mobilité de cheville et pas mal de force dans la cheville vu que je travaillais exprès le jambier antérieur. Mais bref, donc voilà, ça revient pas mal. Je suis assez content. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, la moins importante, c'est que en plus du kiné, je fais d'autres choses. Je marche, je fais des petits exercices, des mobilisations de la cheville, des flexions, extensions à la maison. Je sais pas 1 heure par jour, mais ne serait-ce que quelques minutes par jour, le matin et le soir, ça complète le kiné. Et d'ailleurs, j'ai vu, c'est assez drôle parce que chez le kiné, quand tu vois les gens qui ont été blessés avec une pratique sportive, tu vois bien que chez le kiné, déjà, ils sont assez dynamiques, tu vois. Ils parlent pas trop, il n'y a pas trop de pause entre les exercices et tout ça. Alors que les gens qui ont l'air de s'être blessés en dehors de la pratique sportive, ils sont plutôt cool, tu vois, chez les kinés. Ils sont pas... Bref, on voit déjà que c'est pas tout à fait la même logique. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui tirent pleinement le plus possible de leur séance de kiné. Et donc, ça explique que j'ai récupéré relativement rapidement, on va dire à 80%, pas encore à 100, mais à 80%. Et surtout, et ça c'est important, c'est parce qu'en fait, j'avais une sciatique paralysante, mais on va dire partielle. C'était partiellement paralysant. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais encore bouger la cheville et les orteils parce que le nerf sciatique était compressé, mais c'était pas complètement éteint. C'est-à-dire que la commande, on va appeler ça comme ça, la commande moteur passait encore. Et c'est ça qui est primordial, c'est que si la commande moteur n'était plus passée et qu'en fait je n'avais plus du tout pu bouger le pied et que j'avais attendu 17 jours pour faire l'opération, alors là c'était fini en fait, j'avais probablement aucune chance de récupérer mon pied. Et en fait cette histoire-là de commande nerveuse, c'est un truc assez fou parce qu'en fait il suffit que on ait une compression sur le nerf, soit interne, donc là c'était un petit bout de disque vertébral qui a compressé le nerf, soit externe, on imagine qu'il y a un élément extérieur qui comprime le nerf. Et bien, quand le nerf est bloqué pendant un certain temps, et ben vous pouvez perdre partiellement ou définitivement une partie de votre mobilité. Et à ce sujet, Rudy, tu as une petite histoire sur ce qu'on appelle le syndrome du clochard et tu vas nous en parler. Bien sûr. Voilà. Donc, Fabrice, je parle de ça. En fait, donc sur la compression externe. En fait, moi, il y a quelques années, et j'en ai parlé dans la formation super physique pour ceux qui veulent plus de détails sur méthodesp.rudycoya.com, qui est ma formation phare où il y a vraiment toute la méthodologie super physique, toute mon expérience, notamment pour prendre du muscle et durer. Et en fait, il m'était arrivé un truc en 2017, je crois, que c'était juste avant le lancement justement de la formation. C'est qu'en fait, je travaillais beaucoup les jambes croisées. En fait, j'aimais bien travailler les jambes croisées avec l'ordinateur sur moi. Je travaille sur ordinateur portable. Et en fait, un matin, alors que j'étais en super forme avant, tout allait bien. Et d'un coup, je pouvais plus marcher. J'avais une énorme douleur au niveau de la face externe du tibia, tout le long. Et vraiment, je pouvais plus marcher. Et donc, d'urgence au début, j'ai cru, avec mes connaissances, que c'était une hernie discale L4, L5, parce que pareil, je pouvais plus relever le gros orteil. Du moins, j'avais beaucoup moins de force. Et donc, comme j'avais un bon réseau, j'ai pu voir mon médecin le jour même, qui a appelé l'IRM pour faire un IRM direct. Ils ont écarté la hernie, du moins L4, L5, parce que j'en avais déjà une qui datait depuis presque 15 ans à l'époque quand ça faisait de la force. Et au final, je me suis retrouvé chez le neurologue qui m'a fait un EMG justement au niveau du tibia, donc sur le nerf poplité externe, et qui s'est rendu compte qu'entre les deux côtés, entre le côté droit et le côté gauche, il y avait une grosse différence. Je crois, il y avait 5 mètres secondes de mémoire d'écart en termes de vitesse de conduction de l'influx nerveux entre les deux côtés. Et donc c'est ça qu'il expliquait que mon orteil, mon gros orteil à gauche,
avait moins de force sur le gros orteil à droite. Et par la suite, j'ai vu un neurochirurgien pour voir s'il y avait quelque chose à faire ou pas. Et suite à ce rendez-vous, le neurochirurgien, qui était a priori assez réputé, où j'avais eu rendez-vous suite grâce à mon pote Romain, qui fait de la force athlétique, qui avait été champion du monde de squat quand on avait travaillé ensemble, il y a plus de 10 ans, le temps passe tellement vite, et qui m'a dit, non, vous êtes à 4 sur 5 en termes de force, donc on n'opère pas pour si peu, ça vous gêne pas, effectivement. Et donc en fait, c'était arrivé suite au fait que j'ai travaillé tout le temps les jambes croisées, donc en tailleur, et j'aurais pas pu l'anticiper. Et ça, c'est ce qu'on appelle effectivement le syndrome du clochard. Donc, comme j'en parlais à Fabrice pour l'alerter quand son pied ne bougeait plus, il n'avait plus le pied. Je l'avais expliqué parce que j'avais fait beaucoup de recherches à l'époque pour comprendre ce qui m'était arrivé. Donc c'était passé en 4-5 jours. Voilà, en 5 jours, c'était passé, je pouvais remarcher, je pouvais m'entraîner, tout allait bien entre guillemets. Sauf que là on est 5 ans après, plus de 5 ans après, et j'ai toujours pas retrouvé le 5 sur 5 en termes de force dans le gros orteil gauche, même si c'est bien revenu sur 10, je me mettrais 9 sur 10, comparé au droit qui a 10 sur 10. Sachant que ça fait des années que tous les jours, au moins une fois par jour, je fais des mobilisations, je fais on va dire de la musculation du gros orteil, donc je le lève, je le descends, j'appuie, enfin bref, des extensions, des flexions, rien de très compliqué. Mais comme le dit Fabrice, quand un nerf est compressé, entre guillemets, on n'est jamais sûr de retrouver toute la force qu'on avait avant que ce nerf soit compressé. Et là, c'était quelque chose d'externe. C'était à force de rester en tailleur. Donc comme quoi, c'est un peu comme une blessure d'usure. Comme je dis régulièrement, il y a deux façons de se blesser. C'est soit une blessure traumatique, soit une blessure d'usure. La traumatique, c'est quand on met trop lourd avec une mauvaise technique, ça se revient d'un coup. Et la blessure d'usure, entre guillemets, là, c'était une compression qui était trop régulière sur le nerf. Et donc, ça a fait ça. Ça a fait que dans le gros orteil gauche, j'ai beaucoup moins de force, un petit peu moins de force maintenant que dans le droit. Mais sur le coup, j'étais un peu paniqué parce que je me disais, oh là, ça y est, c'est une hernie en L4, L5. À l'époque, je faisais déjà plus trop de squat ni de soulevé de terre. J'en reviens un petit peu, mais je me disais, c'est bizarre, surtout que j'étais en super forme la veille. Et justement, je me disais, putain, je suis en super forme, truc de fou. Et en fait, j'ai payé le fait de trop travailler, de trop travailler dans une mauvaise position en tout cas. Et depuis ça, effectivement, j'évite de croiser les jambes parce que je sens toujours où est, entre guillemets, compressé un peu le nerf. En fait, il y a une opération qu'on peut faire, mais quand on est à 9 sur 10 au lieu de 10 sur 10, on fait pas d'opération. En fait, on peut libérer le nerf, entre guillemets, en coupant un bout de muscle. Donc, j'ai plus le muscle exact en tête parce que j'ai pas tous les muscles de la jambe en tête. Mais bref, on peut couper et ça libère le nerf, mais c'est pas dit que ça revienne à 100%. Et comme ça me gêne pas et que j'ai quand même pas mal de force, j'ai pas fait l'opération. Mais sur le coup, c'est sûr que c'était assez flippant de se dire oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après investigation, effectivement, quand un nerf est touché, les douleurs nerveuses, c'est assez traître. C'est on a pas mal, et un coup on a mal et on sait pas si ça va revenir. Mais dans ma malchance, le nerf était pas complètement compressé. La commande motrice était pas complètement interrompue. Et donc, finalement, ça fait 5 ans, et c'est ce que je dis à Fabrice, c'est rare qu'on revienne complètement quand un nerf a été un peu compressé. Mais espérons que Fabrice ait plus de chance que moi. Mais même si je suis à 9 sur 10, voilà, ça me gêne absolument pour rien. Mais c'est sûr qu'au début, c'était flippant. Et on en revient à ce qu'on disait il y a quelques temps. Quand on voit que son corps ne nous obéit plus, alors qu'on avait l'habitude, du moins on avait la sensation qu'on contrôlait son corps, ça fait flipper. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans mon Leadercast qui est sorti hier, qui est mon autre podcast, pour ceux qui voudraient aller l'écouter. Mais voilà, c'était le syndrome du clochard. Donc ne restez pas trop longtemps. On en revient toujours à la même chose. On reste trop longtemps dans une position. Et moi, je restais peut-être des fois 10 heures par jour à force de travailler, d'écrire, de m'occuper de mes élèves, tout ça, entre mes séances. Donc c'est l'époque où j'étais moins actif. Et en fait, l'immobilité, ça tue. Voilà, c'est pas compliqué. L'immobilité, ça fait la peau. Voilà ma conclusion. Ouais, alors Rudy, en fait, je rebondis là-dessus. Je vais te parler d'un autre truc que m'a parlé le kiné, que je vais essayer de retranscrire, qu'on appelle le syndrome des amoureux. Et tu vas me remercier, vu que j'ai compris que tu avais un nouvel amour, pour t'éviter des ennuis. Je m'aime énormément, c'est vrai, et je pense à me marier avec moi-même. Donc je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais bien me marier avec moi-même, si c'est possible. Ok, alors imagine, mon cher Rudy, que tu es, je sais pas moi, tu es endormi avec ton amoureuse, voilà, elle est collée à toi, et puis finalement, tu l'entoures de ton bras, et elle a la tête qui est posée sur ton avant-bras, voilà, ton amoureuse. Et au bout de, je sais pas quoi, moi, 1 heure, tu commences à avoir mal au bras.
mais ton amoureuse est tellement attendrissante et endormie que t'as pas envie de la réveiller, puis t'es un guerrier, donc tu vas supporter la douleur que tu as sur l'avant-bras, même si petit à petit tu te rends compte que tu arrives de moins en moins à bouger tes doigts. Bah non, t'es fou, je vais vite enlever mon bras et je suis pas con, tu me prends pour une truc, toi. Bon, t'enlèves ton bras et tu la réveilles le plus vite possible, et tu as bien raison, Rudy, Et je reste parce debout qu'en comme un fait, prunier et je dis, oh, grognasse, tu m'as écrasé le bras. c'est ça. Parce qu'en fait, le syndrome du clochard, bah, ça se dégrime en syndrome des amoureux, où justement, bah, il y a une tête ou quelque chose qui est posé sur l'avant-bras, donc ça fait une compression externe, et du coup, quand la compression elle dure trop longtemps, eh ben, tu perds une partie de l'usage de ton avant-bras parce qu'il y a le nerf radial qui est compressé et en gros, tu peux plus trop bouger le poignet. Et ben, c'est pareil, après, il faut faire de la rééducation. Donc, ça peut prendre plusieurs mois pour récupérer l'usage de son poignet, quoi. Et il y en a qui récupèrent même pas complètement, tu vois. Ah Le bah ça truc vaut le coup d'être horrible. amoureux, mais merci Fabrice, Ah, hein, non, ça vaut le coup, hein. c'est horrible. C'est horrible cette histoire. Il m'a dit ça. Ah, ça m'a terrifié. Et, et alors, là où c'est rigolo, c'est qu'en Angleterre, semble-t-il, ce même phénomène, ça s'appelle le syndrome du samedi soir. Mais eux, c'est de manière différente qu'ils l'ont. Donc apparemment, ils sont tellement bourrés là-bas qu'ils s'endorment en étant en état d'ébriété. Et du coup, ils tombent en sommeil très profond. Et bah, des fois, dans le sommeil, tu sais, tu prends une position qui est pas bonne. Et quand quand tu es sain, ton organisme te dit réveille-toi, là, tu es en train de me faire mal. Mais là, les types, ils sont tellement bourrés qu'ils ont pas ce truc-là. Et du coup, bah, pareil, ils peuvent se compresser l'avant-bras malgré eux. Et après, ils se réveillent le matin et pouf, ils peuvent plus bouger le poignet. Et donc, c'est le syndrome du samedi soir ou des amoureux. Et je me suis dit, je vais le partager en podcast parce que si jamais il y a des romantiques parmi vous qui acceptent d'avoir l'avant-bras compressé par la tête de leur ami, et ben ne le faites plus, sinon, et ben vous risquez une paralysie de du poignet et avec possiblement une rééducation qui ne vous ramènera pas à 100%. Bah, de toute Terrible. façon, tout le monde le sait, on dort beaucoup mieux tout seul qu'à deux. Non mais Oui, bon, mais d'ailleurs, c'est une devenu. convention sociale à la con encore ça. Ouais, ça revient un peu d'ailleurs de dormir, de faire chambre séparée. Alors qu'effectivement, j'ai lu, je ne sais où, que dormir ensemble, ça date plutôt des années 500. C'est l'Église qui avait dit que ce serait mieux, etc., etc. Donc, c'était devenu une espèce de convention. Mais en fait, il y en a qui font de plus en plus chambre à part, mon cher Rudy. Mais ça va peut-être pas aider la natalité. Et alors, et alors, Tu dis les choses de façon très correcte, Fabrice. C'est exactement à ouais. quoi je pensais, mais Et donc, je finis là-dessus. En fait, de toutes ces histoires de nerfs, là, et de l'histoire que j'ai eue, des choses que j'ai discutées avec le kiné et tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que quand la commande nerveuse est touchée, c'est vraiment la merde et les problèmes arrivent très, très vite. En exagérant peut-être, en gros, faut mieux être alité 15 jours qu'avoir une commande nerveuse coupée quelques heures. Parce qu'en fait, quand tu es alité, bah, certes, tu as une fonte musculaire, mais voilà, les connexions nerveuses continuent à fonctionner si t'as pas d'autres problèmes par ailleurs. Et au final, bah voilà, tu sors de ton alitement, tu te remuscles et puis hop, tout va bien. Mais quand la commande nerveuse est touchée, et ben là, tu as un très gros problème parce que ça peut être voilà plus ou moins définitif en fait, exactement, comme on vient de l'expliquer. donc Donc voilà. dans tous les cas, ça veut dire ne vous compressez pas de manière interne ou externe. Et Bah interne, des fois, t'as pas trop le choix, mais si c'est pas toi qui décides. Mais en tout cas, externe, oui, c'est sûr qu'il faut pas le faire. Et typiquement, toi, tu te mettais en tailleur. Moi, de temps en temps, j'avais l'habitude de me mettre à la japonaise, tu sais. sur les Et genoux, ouais, sur les genoux. ouais, sur les genoux. Ah bah maintenant, je le fais plus parce que à tous les coups, il y a un syndrome de je ne sais quoi avec ça. Donc ça, c'est terminé. Pas plus de quelques minutes, mais oui, la japonaise, faut pas faire non plus à mon avis. Ouais, et ben d'ailleurs c'était comme ça pour la petite histoire que le mec du Katsu Training, je crois c'est Sato, il s'appelle, j'ai plus son nom exact, hein, je crois que c'est Sato. Certains me corrigeront s'ils ont la référence, mais qu'il avait découvert le Katsu Training, donc l'entraînement sous occlusion. C'est parce que le gars il restait longtemps à genoux et il avait remarqué que en restant à genoux, ses quadriceps congestionnaient. Et nous il s'était dit il faut que je trouve comment reproduire ça pour tous les muscles. Et c'est comme ça qu'il avait codifié entre guillemets le Katsu Training avec le BFR, les garrots qui vendaient, les élastiques que tu avais essayé pendant une ou deux séances avant de te démotiver pour te compresser. Mais c'est comme ça qu'il avait trouvé le truc, le gars. Et après, bah, il y en a justement qui avaient posé la question en disant, mais c'est pas dangereux de se compresser comme ça. Et donc après, bon, il n'y a pas eu tant d'études que ça sur le sujet, mais on savait pas trop, entre guillemets, on utilisait le bon sens pour savoir comment se compresser, les recommandations, tout ça.
Et mais c'est sûr que se compresser à fond, c'est pas très sain, quoi. C'est pas très sain. Donc, deuxième sujet, mon petit Rudy, c'est que grâce à mon opération, je suis devenu une star et j'ai droit à mes topics sur jeuxvideo.com. Donc, il y a un Ah, mais forum tu joues aux jeux vidéo, Fabrice? Je savais pas. Tu joues à quoi comme jeu qui a un- vidéo? À quoi tu joues? Tu joues à Formule, tu joues à FIFA parce qu'il y a la Coupe du Monde. Une PlayStation, je une joue pas, Xbox, à vous. je joue pas aux jeux vidéo, mais à un moment donné, je jouais à StarCraft et j'en étais accro. J'avais dû me débarrasser du CD. Mais je crois que j'avais déjà raconté l'histoire. Quelle volonté tu avais Bah ouais, j'avais pas de volonté. J'avais juste la volonté de le donner à quelqu'un d'autre. C'est au moins du coup, de j'ai pourrir la vie de arrêté. quelqu'un? Tu le donnes à ton pire ennemi? Sinon, j'arrêtais pas d'y jouer. Mais d'ailleurs, souvent, la meilleure façon de faire preuve de volonté, c'est de pas être tenté et c'est plus facile comme ça. Donc du coup, aussi bien pour l'alimentation, pas de chips et pas de CD de StarCraft, comme ça, pas de problème. Alors, le deuxième sujet, ouais, c'est que sur jeux vidéo, il y a quelques topics me concernant. Je pense que la population qui participe à jeuxvideo.com est plus jeune, donc ça me donne une idée de ce que peuvent penser les plus jeunes. Et il y a eu des remarques récurrentes qui ont été que, en gros, j'avais pas un physique très musclé par rapport au nombre d'années que je m'entraînais. Ce que par ailleurs, je n'ai jamais nié. J'ai toujours dit que j'avais un physique relativement athlétique, mais pas spécialement culturiste. Et donc le premier point, c'est que j'avais l'impression que eux, ils s'attendaient que dès lors que tu t'entraînes 15-20 ans en musculation, nécessairement, tu allais être énorme comme si tu progressais chaque année. Alors que moi, ma vision, c'est plutôt quand tu t'entraînes correctement et que tu voilà, manges à peu près correctement, grosso modo, tu as les 3 à 5 premières années de progression, on va dire, qui te font atteindre, je sais pas, mettons 80% de ton potentiel ou 80-90. Mais après, pour aller chercher ce qui reste, vraiment, c'est très très compliqué. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Il faut voilà être absolument irréprochable et s'arrêter le moins possible. Et la difficulté, c'est que quand on a un travail ou voilà, quand on n'est pas professionnel ou quelque chose comme ça, au mieux, ce qu'on peut faire, eh ben, ça va être des périodes où pendant 4-5 mois, on va pouvoir avoir tout nickel. Et puis finalement, bah, le 6e mois, il faut partir en vacances pendant 3 semaines. Et puis en gros, ben, on met dans les chiottes les 5 mois précédents. Et c'est comme ça. Non, mais c'est Et vrai, c'est comme ça que ça se en passe. parlant de chiottes, est-ce que tu arrives à te torcher plus facilement? Ah ouais, je suis redevenu autonome. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais globalement là tout va bien. Je mets plus la ceinture de gainage, sauf pour prendre la voiture comme passager, etc. Je peux remettre mes chaussettes tout seul, tout ça. Oui, il y a eu beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Maintenant, je touche surtout du bois de pas faire un faux mouvement puis de me niquer bêtement. Mais non, tout ça c'est revenu. Et voilà, donc ce que je voulais dire, c'est essayer de casser cette espèce de mythe qui laisse à penser que nécessairement au bout de 20 ans de muscu, on aura 20 ans de progression continue parce que c'est pas vrai. La plupart du temps, voilà, on fait ses principaux gains entre 3 et 5 ans, voire même parfois entre 2 et 3 ans. Et puis après, bah, grosso modo, on va se maintenir, sauf si on arrive à s'impliquer beaucoup pendant longtemps. Et le problème avec la musculation, c'est que parfois, on peut avoir une période où on est à fond pendant 6 mois, euh, même si on fait une sèche où on va présenter un très bon physique au bout des 6 mois. Mais si après vous remangez normalement ou vous partez en vacances ou quelque chose comme ça, ben, très rapidement on revient à son état antérieur en fait. Donc il y a Mais une bien espèce sûr, de phase où c'est ça. plus le niveau est élevé, plus la moindre sortie de route se paye. Donc, Exactement. Et donc dans mon historique photo qui est disponible sur Superphysique sur la Team SP, on voit bien il y a un moment donné j'avais fait une petite sèche, on va dire pas de niveau compétiteur, mais j'avais séché un peu. Je crois que c'était en 2007 et on voit bien sur les photos que je suis plus sec. Mais il a suffi que je remange un peu, voilà, que je revive un peu plus normalement, puis en fait, pouf, cet état-là, il disparaît en fait. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu trompeur de s'imaginer que voilà, dès lors que vous entraînez depuis très longtemps, nécessairement vous allez être super balèze. non, mais surtout, Donc, il faut rajouter le fait que s'entraîner longtemps, ça veut rien dire. C'est s'entraîner longtemps dans quel but, en faisant quel type d'entraînement en muscu, comment, en s'alimentant comment, avec quelle hygiène de vie. Ça signifie absolument, et c'est aussi nier les différences entre individus de potentiel. Pour avoir entraîné des milliers de personnes depuis 2006 avec mon site rudicoya.com, il y a des gens, ils vont se développer en faisant tout et n'importe quoi. Vraiment, ils font n'importe quoi et puis ça fonctionne. Ils grossissent et souvent c'est ceux-là sur lesquels on va prendre auprès de qui on va prendre conseil. Euh, Alors que beaucoup de gens vont s'entraîner comme des fous, comme des fous, comme des fous. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on a monté Superphysique, parce que justement on n'était pas très doué, il y a rien qui se passait si on se dépouillait pas, si on faisait pas les choses correctement, si on comprenait pas ce qu'on faisait. Euh,
Et pas pour nous, en fait, ça a toujours été très 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 lent. Et ça, on oublie que beaucoup de personnes, il y en a qui sont bien pires que nous, qui n'ont pas un potentiel de croissance important, d'autant plus quand on commence tard, qu'on n'a pas d'antécédents sportifs, qu'on n'a pas une bonne hérédité. Et pour certains, atteindre ton niveau que tu avais sur les dernières photos, je sais pas, quand tu avais 40 ans ou quelque chose comme ça, ou 43, je sais plus quand tu as mis tes dernières photos. Mais en fait, c'est déjà un niveau inaccessible, en fait. C'est un niveau inaccessible. Mais sur des forums de joueurs de jeux vidéo qui ont 15 ou 20 ans, qui s'entraînent pas vraiment, ou ou certains sont peut-être plutôt doués, etc. Mais en fait, ils se rendent pas compte de ce qu'est la réalité, parce qu'ils n'ont pas l'expérience de ce qui est possible ou pas possible, les différences, de ce que ça implique 20 ans d'entraînement, quand eux, ça fait 6 mois qu'ils s'entraînent et encore en sautant quelques semaines parce que justement, il y a tournoi de console. Je sais pas. Ouais, bah après ça, je présage pas de ce que eux ils font, mais un autre truc qui m'a un petit peu marqué, c'est que tu vois à l'époque où on avait lancé Superphysique justement, c'était pour pouvoir montrer ce qu'il était possible d'atteindre au naturel au fil des années d'entraînement. En fonction de si on était moyennement doué ou assez doué. Donc c'est pour ça qu'il y avait dans la team Superphysique, les photos sont toujours là sur le site www.superphysique.org. Voilà, il y avait la catégorie bronze, argent et puis or. Donc Rudy qui s'entraînait depuis un certain temps, il était or. Il y avait Yann 66 qui était or aussi parce qu'il était doué. Et puis dans la catégorie bronze dans laquelle j'étais, ben il y en avait d'autres qui s'entraînaient soit moins longtemps, soit qui n'étaient pas spécialement doués. Mais voilà, on avait une assez bonne vision de ce qu'on pouvait obtenir sans être un professionnel de la muscu. Et ça, on avait fait ça en opposition à ce qu'on pouvait voir dans les magazines comme Flex Magazine ou Muscle and Fitness, où on voyait des types absolument énormes et secs. Et quand on n'y connaissait rien, allez, eh ben, on pouvait imaginer que c'était possible de devenir comme ça au naturel, en fait. Et donc, ce qu'on voulait, c'était tuer ce mythe-là. Et sur le coup, voilà, on pensait qu'on avait réussi. Mais en fait, ce qui se passe, ce que j'ai, mon sentiment, Rudy, c'est qu'avec YouTube, il y a maintenant des tonnes de gens qui sont pas comme Dorian Yates et les culturismes de haut niveau, qui sont pas comme toi non plus, mais qui vont être légèrement plus musclés que toi et encore plus secs que toi. Ouais, beaucoup plus Et sec du surtout. coup, Ouais. C'est vrai que... voilà. Et comme ils sont pas dans les extrêmes du Flex Magazine, puis qui ne cessent de dire qu'ils sont naturels, et bah du coup, au final, on est dans une situation qui est encore pire que celle d'avant, parce qu'il y a une espèce de zone médiale où on te fait croire que tu peux être comme ça sans dopage. Et finalement, ce qu'on voulait faire avec Team Superphysique, ça a échoué parce que les gens ne croient pas que ça représente un espèce de potentiel maximum au naturel quand c'est pas notre vie de faire ça. Ouais. Après, il y a deux catégories de personnes quand même, parce que donc ça fait très longtemps qu'on est sur les forums, ça fait plus de 20 ans. Et comme je le dis souvent, Superphysique, c'est les derniers forums de musculation qui plus est pour les pratiquants naturels. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui vont dire, bah c'est pas terrible le niveau que vous avez, je comprends pas. C'est pour tous ces entraînements, tous ces efforts, je comprends pas. Ok. Et de l'autre côté, il y a les personnes qui vont dire, qui justement sont peut-être pas douées ou s'impliquent pas vraiment dans leur entraînement. Ils vont dire, ouais, c'est pas possible le niveau qu'ils ont, ils sont dopés, c'est des menteurs, je comprends pas tout ça. Et c'est vrai que tous ces trucs-là, moi, me laissent un peu sans voix. Comme disait Michael Gandil, il disait, si on te prend pour un dopé, c'est plutôt un compliment. Mais c'est vrai que ouais, j'ai du mal. Je pense que la plupart des gens en fait sont déconnectés, les jeunes qui débutent la musculation et qui s'expriment sur des forums de jeux vidéo. Je pense qu'ils sont assez déconnectés de la réalité et ils se rendent pas compte en fait, encore une fois, de ce qu'on peut atteindre en s'impliquant, des différences de potentiel comme je disais tout à l'heure. Ils se rendent pas compte. Et pareil, à 40 ans, c'est pas la même chose. J'en parle cette semaine donc dans mon leadercast sur le vieillissement. C'est pas la même chose que quand on a 18 ans. Ça n'a rien à voir. On le dit souvent dans les podcasts, mais à 18 ans, tu bouffes deux pizzas, le lendemain, t'es une machine, t'es en méga forme, tout ça. À 40 ans, tu bouffes deux pizzas sur un repas, tu dors pas de la nuit, t'as hyper chaud, le lendemain, tu transpires bizarrement. Quand tu t'entraînes, tu sens que ça va pas, t'as des douleurs articulaires parce que c'est inflammatoire. Tu dis, putain, mais il y a plus rien. Et en plus, pour récupérer de ça, quand t'as 18 ans, moi, je me souviens que, en fait, il y a pas de récupération. Sauf que là, quand tu manges mal et que t'as 40 ans, et j'ai pas 40 ans, et heureusement, ça m'arrive plus si j'étais vacciné de la double pizza. Mais en fait, tu mets 2, 3, 4 jours à récupérer ton physique, à évacuer la rétention d'eau, tout ça, que tu n'avais pas à 18 ans. Donc pareil, quand on n'a pas de recul, on se rend pas compte en fait que les choses sont complètement différentes quand on a 18 ans, quand on a 25 ans, quand on a 30, quand on a 40, quand on a 50. On n'y est pas encore, mais c'est sûr que ça va être extrêmement différent.
Moi, je me souviens que Oui, tout à fait, Rudy. Mais là, dis-toi que sur YouTube, en fait, tu as des types qui ont 40, 45, 50 ans et qu'en fait, qui ont un physique de ouf, mais sans être Dorian Yates, tu vois, et qui vont oui, avoir oui, mais je sais encore ton bien. physique ou mieux. Et du coup, c'est eux qui faussent complètement le truc, du coup. Et je pense que la situation aujourd'hui, en réalité, elle est du coup pire qu'elle était il y a 10 ans. Et que d'une certaine façon, on a échoué parce que YouTube a tout faussé. Et Ouais, en je dirais réalité, pas c'est qu'on en encore a pire échoué, mais qu'avant, après, maintenant. c'est juste que chacun croit ce qu'il a envie de croire. Quand t'as pas d'expérience et que, je sais pas comment ça se passe pour la plupart des gens, mais si tu t'entraînes chez toi, que t'as pas trop de choses d'informations à part YouTube, voilà, t'es attiré par le divertissement. Aujourd'hui, YouTube, c'est beaucoup de divertissement. Si tu fais pas une vidéo divertissante, bah, on te regarde pas. On voit bien les podcasts, le nombre de vues que ça fait ou autre. J'en parlais ce matin avec mes élèves du PGEPS, la promotion d'Annecy. J'en ai plusieurs, ils regardent les vidéos de tout le monde, ils disent, ah, qu'est-ce que tu penses d'un tel, qu'est-ce que tu penses d'un tel, qu'est-ce que tu penses d'un tel? On se dit, mais moi, un tel, je sais même pas ce qu'il fait, ça m'intéresse pas du tout. Et quand je leur dis, vous avez écouté les premiers podcasts super physiques où on faisait un sujet et tout, je dis, c'est ça que vous devriez écouter. Et donc, bah, ça, ils les écoutent pas, ils disent, ah non, mais ça, c'est long, ça dure 45 minutes, ça dure 1 heure. Et après, bah, je leur pose une question sur quels sont les différents types de fibres musculaires. Et là, c'est le gros blanc, quoi. Donc, parce que aujourd'hui, il faut du divertissement. Et donc, le divertissement, fait que, comme l'être humain veut se divertir, eh ben, c'est pas qu'on a échoué, c'est qu'on n'avait pas bien compris que le spirit qu'on avait n'était pas transposable à beaucoup de personnes, à la majorité. Mais on aimait bien ce côté minoritaire aussi, qu'on aime toujours d'ailleurs. Oui, ouais, enfin, là, t'es pas tout à fait sur le même sujet, mais bon. Voilà, j'ai Oui. fait, en tout cas, moi, j'ai fait passer l'idée. Effectivement, s'il y en a qui veulent voir ce qu'on peut faire au naturel, à mon avis, YouTube, c'est plus trop le bon truc parce qu'au final, il y a tellement de menteurs que, voilà, on a plus les bons repères. Alors, je voulais continuer là-dessus parce que j'ai vu pas mal de réactions, que ce soit justement sur YouTube ou sur le podcast sur SoundCloud, dans les commentaires. J'ai vu 2, 3 commentaires comme ça de personnes qui mettent en doute le fait que ce soit les exercices qui mettent de la pression sur le dos qui ont causé ta hernie discale ou qui causent des hernies discales. À chaque fois, c'est le même discours qui revient. C'est pas la faute du squat ou du soulevé de terre, c'est parce que tu n'étais pas assez renforcé, t'avais pas les capacités pour le faire, t'as forcé dessus, t'en as trop fait, tu t'es pas écouté, blablabla, blablabla, blablabla. Alors que notre expérience, et nous, on n'a rien à gagner à dire qu'il faut pas faire de squat ou de soulevé de terre. Nous, on en a rien à foutre. Concrètement, on en a rien à foutre. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous transmettre au maximum ce qu'on a appris, notre expérience, pour vous éviter les erreurs qu'on a faites et les blessures qu'on a eues. Et là, on est en plein dedans, en vous disant, attention, ça va mal finir. Et je suis toujours surpris quand je vois des personnes qui ne comprennent toujours pas que faire des exercices qui mettent de la pression sur le dos, où il est facile justement de compenser, que la pression se répartisse mal, qui n'ont pas encore intégré le vieillissement et l'usure, la gravité, le fait que le dos va se tasser progressivement, qu'on fasse de la musculation avec du squat, du soulevé de terre, ou qu'on n'en fasse pas. Dans tous les cas, on va perdre des millimètres entre nos vertèbres au fur et à mesure que la vie va passer. Et ben ils n'ont pas intégré ça et ils sont encore sur le truc de mais non, c'est que tu n'avais pas les capacités. Et donc je voulais rappeler un petit truc, c'est que toi, Fabrice, justement, en dehors de ta jambe plus longue que l'autre, t'avais et tu as toujours, malgré ta blessure, une super mobilité. T'as les jambes plutôt courtes, donc tu étais plutôt fait pour le squat, tu descendais plutôt droit. Certes, t'as fait du squat, t'en as pas mal fait, mais non pas non plus à l'extrême, comme on peut voir certains qui font de la force athlétique actuellement, pour qui, sans aucun doute, ça va très mal finir, malheureusement, hein, à faire du squat 3 à 4 fois par semaine avec des charges vraiment très très lourdes. Peu importe la technique, hein, c'est pas une question de technique, c'est encore une fois, c'est-à-dire si on fait du squat de rond, ça va aller plus vite, mais pas vraiment abusé, c'est juste qu'à un moment, il y a le vieillissement qui te rattrape, et quand tu mets de la pression sur le dos, bah, t'accélères, entre guillemets, le tassement entre tes vertèbres. Et comme on l'avait expliqué, en fait, le renforcement, effectivement, il existe, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, le renforcement est de moins en moins prégnant sur l'usure, sur la détérioration, et finalement, après, on s'entraîne pour réduire, entre guillemets, au maximum cette usure et durer le plus possible, plutôt que de compter sur le renforcement. C'est pareil, je vois plein de trucs passer sans arrêt sur les réseaux. Oui, si vous vous blessez avec un exercice et que vous n'avez pas les capacités, nanana, il y a un moment, il faut quand même avoir conscience que il y a le vieillissement et des limites de son corps. Quand on croit qu'on contrôle son corps, c'est toujours pareil. Ceux qui sont jamais vraiment blessés et qui nous font ces longs discours nous disent non mais après il suffit de faire ça, ça va aller mieux.
vous rendez pas compte, sauf que quand tu es blessé, en fait, tu te rends bien compte, tu as une vraie blessure, tu te rends bien compte que tu es dans la merde et que tous les trucs qu'on t'avait dit de faire, tout ça, et que tu as appliqué en grande partie, ça n'a pas fonctionné. Parce que la blessure, tu ne peux pas prévenir la blessure, tu peux réduire ton risque. Et là, dans tous les cas, pour les personnes qui n'arrivent pas à se remettre en question sur le sujet et qui adorent le squat, le soulevé de terre, qui disent, non, mais moi j'ai les capacités, nous aussi, on y croyait, tout ça, c'est du renforcement, des vertèbres, des disques intervertébraux, tout ça. Mais il n'empêche que le vieillissement nous a rattrapé, qu'on a bien compris le truc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en dehors de toute référence et sans vouloir imposer quoi que ce soit, on n'est pas là pour militer contre le squat et le soulevé de terre. Juste, ou le développé militaire, ou le rowing bar buste penché. C'est juste que ce sont des exercices dangereux qui vont accélérer le tassement de votre dos qui est inévitable. Et donc, si vous souhaitez vieillir, entre guillemets, et être en bonne condition physique et pouvoir faire du sport et faire tout ce que vous voulez le plus longtemps possible, il vaut mieux éviter ces exercices-là, quitte à être un peu moins musclé et les remplacer par d'autres exercices, sachant que la transformation physique, comme disait Fabrice à l'instant, d'être super balèze, ça va pas durer éternellement non plus. Il y a un moment, je pense que pour beaucoup d'entre vous, si on a fait le tour du physique, et ce qu'on aime, c'est s'entraîner en muscu, progresser sur les exercices qu'on fait, faire aussi d'autres activités. Donc voilà, je suis assez surpris de ces remarques qui remettent en cause l'expérience qu'on a pu accumuler. Et on en a vu plein à se blesser. Et je vais pas revenir là-dessus. Je vous invite à écouter les 2 précédents podcasts. Mais des gens qui sont dans le déni en fait. Non, c'est pas dangereux, c'est vous. Ouais, c'est nous. Effectivement, c'est nous avec toutes les connaissances qu'on Ouais, a, en toute fait, l'expérience. c'est ça, c'est que là on a beaucoup parlé de moi parce que je me suis abîmé récemment, mais en fait nous déjà je crois que dès les premiers podcasts on dit qu'il faut pas faire de squat arrière et de soulevé de terre. Donc déjà depuis au moins 5 ans qu'on le dit. Je sais pas exactement à quel moment on a eu la prise de conscience parce que je me souviens que quand même au 2009 quand on a lancé Superphysique, on était encore un peu dans le truc de faire du squat et du soulevé de terre. Mais c'est, je crois, aux alentours peut-être de 2010, 2011, 2012, quand on a vu grosso modo qu'il y avait une hécatombe chez tous ceux qui faisaient de la muscu depuis les années 2000 qu'on connaissait, où là, on s'est dit quand même, ça commence à faire beaucoup qui chopent des hernies discales et tout ça. Et après, on a commencé à changer notre fusil d'épaule. Et en fait, moi, je ne suis qu'un nouvel exemple parmi tous les autres exemples qu'on a déjà vus avant. Voilà. Nous, on n'est pas là pour, encore une fois, militer. On n'est pas militant ou autre. On est vraiment là pour essayer de transmettre notre expérience et vous aider au mieux, entre guillemets, à exploiter votre potentiel en fonction de nos objectifs et ne pas se blesser parce que, comme on l'a souvent remarqué et vécu, c'est ceux qui se blessent le moins qui progressent le plus à moyen et long terme. Ceux qui se blessent régulièrement, soit ils finissent par arrêter la musculation, soit ils reprennent et ils se rendent bien compte que c'est hyper difficile de revenir à son niveau. Et d'ailleurs, je voulais traiter une question puisqu'on a le temps aujourd'hui. C'est une question de Sam sur les forums Superphysique qui dit voilà, j'ai une ou deux questions concernant l'entraînement ainsi que la prise de muscle. Les voici. Je m'appelle Sam, je m'entraîne depuis plus de 15 ans et j'ai obtenu un super physique. Je l'ai maintenu durant des années et ce sans trop de mal. Surtout grâce au super conseil de Rudy et Fabrice. Mais voilà, accident de la vie, je ne pouvais plus m'entraîner comme avant. Aujourd'hui, je remonte en selle parce que j'ai le spirit et je veux revenir à mon meilleur niveau. Cependant, je suis conscient que les paramètres ont changé, car avant l'incident de vie, je devais me contenter de garder à peu près ces charges et volume d'entraînement ainsi qu'une bonne diète, et réajuster selon mes ambitions. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que je dois repartir de bien plus bas, 85 kg développé couché contre 4 x 10 à 105 avant mon arrêt, mais cela ne me pose pas problème car j'ai beaucoup de marge. Mais je me demande, 1. Est-ce que je pourrais revenir à mon meilleur niveau côté charge? 2. Pourrais-je revenir à mon meilleur niveau physique en sachant que j'ai 43 ans, je ne suis pas rouillé, juste un peu bedonnant dû à mon arrêt de vélo, de course à pied, de corde à sauter, donc de cardio. Faudrait-il que j'effectue un plus gros travail au vu de juste pouvoir récupérer ma forme nerveusement et musculairement au vu de mon âge? J'avoue que la question n'est pas trop complexe. J'espère que la question n'est pas trop complexe pour qu'elle puisse être traitée. Je vous suis depuis 2010 sans avoir été ailleurs et je n'ai jamais eu à me plaindre de votre expertise attrayante et souvent amusante et de vos conseils. En vous remerciant de votre lecture et peut-être même de votre réponse. Fabrice, est-ce que Sam va pouvoir, à 43 ans, retrouver son niveau de performance et physique? Malheureusement, je suis assez sceptique sur l'affaire, en fait. Après, on n'a pas assez de détails exactement de combien de temps il s'est arrêté et tout ça, mais déjà, à chaque fois qu'on s'arrête, moi je dirais que la logique, c'est de plus en plus dur de récupérer une fois qu'on s'est arrêté et que l'âge augmente. Tout simplement, la règle, elle est un peu là. Donc,
Donc voilà, je pense que ça va être très difficile. Et le risque, c'est que s'il essaye d'en faire trop pour aller plus vite, ou parce que bah il a tellement de comment dire, et il faut qu'il se, donc là il faut qu'il s'améliore en muscu. Donc voilà, faut qu'il fasse de la muscu, faut qu'il perde le beat qu'il a eu, donc il faut qu'il fasse du cardio, qu'il gère au niveau diète, etc. Il y a tellement de champs à travailler que peut-être qu'il risque d'en faire trop, et puis que bah à la fin ça fera comme moi, en fait, tout simplement. Donc l'affaire n'est pas simple, et à mon avis, il devrait oublier cet objectif de redevenir comme il a été et simplement de progresser de manière relative et pas non, de progresser dans l'absolu et pas de manière relative par rapport à comme il était avant, parce que sinon, il risque de prendre les mauvaises décisions. Bien sûr, mais en fait, ce qui est très difficile, et pour le vivre depuis maintenant un petit moment, avec tout l'entraînement que je fais, tout le cardio que je fais à côté, qui représente en général à peu près 8 séances de cardio par semaine, même si voilà, de cardio de manière générale, je vais pas trop détailler. Et ben en fait, ce qui est difficile, c'est de se dire que tout ce qu'on a construit auparavant, en fait, on est en train de le perdre. Et c'est comme si on s'accrochait entre guillemets aux performances qu'on avait eues, au physique qu'on avait eu, parce que ça nous définissait. Et donc c'est très très dur de se dire j'abandonne en partie ce que je suis, ce que j'ai été, euh, pour faire autre chose. Et là, dans le cas de Sam, bah, le problème aussi, c'est qu'il y a cette histoire de mémoire musculaire avec laquelle on nous a bassiné pendant très très longtemps, qui pour moi est plutôt une mémoire nerveuse, dans le sens où il y a une trace de la quantité, on va dire comme ça, de la quantité pour simplifier, d'influx nerveux qu'on a envoyé auparavant, mais plus on vieillit, moins cette mémoire nerveuse, en fait, laisse de traces, plus elle disparaît rapidement. C'est pour ça que, à mesure qu'on vieillit, quand on faisait une semaine d'arrêt, j'ai à 20 ans, eh ben, il y a pratiquement pas de différence. On fait une semaine d'arrêt à 40 ans, où on fait rien et peut-être qu'on mange un peu trop. Quand on revient, eh ben, souvent, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus dur sur les barres. On a d'horribles courbatures. On a l'impression d'avoir jamais fait de sport en exagérant. Et c'est pourquoi, comme tu l'as dit, Fabrice, bah, à 43 ans, en fait, moi, je dirais que, et c'est peut-être difficile à entendre, mais il faut se comparer à ce qu'on est maintenant, essayer de reprogresser sur nos vies, mais surtout, ne plus se concentrer, peut-être oublier les perfs qu'on a eus et le physique qu'on a eu. Parce que ça va être de plus en plus dur à maintenir, à réatteindre. Et je pense concrètement qu'il faut mieux se tourner en plus de la musculation, parce que si on aime ça, il faut continuer à s'entraîner. Et c'est sûr que ça fait du bien de manière intelligente par rapport à soi, par rapport à sa morpho-anatomie, par rapport à sa mobilité, tout ça. Ça fait quand même du bien. Mais il faut se tourner vers d'autres activités et accepter le fait qu'on vieillit. Alors après, on n'est pas devin. On ne sait pas, Sam, si tu vas retrouver ton niveau ou pas. Mais on est plutôt sceptique et effectivement, il faut peut-être mieux se tourner vers d'autres objectifs, tout en reprogressant, mais en te tournant voilà vers d'autres activités. Comme tu dis, tu as pris du beat, tu fais moins de cardio, peut-être qu'aujourd'hui tu peux trouver une activité cardio qui te fait un peu plus, ou un autre sport, tout en continuant la muscu, parce que à 43 ans, avec le temps, il faut que tu sois de plus en plus sérieux pour rien que le fait de maintenir ton physique. Rien que maintenir ton physique, ça va nécessiter des gros efforts. Alors je sais pas si tu es marié, si tu as des enfants, quel travail tu fais, les contraintes que tu peux avoir, mais ça va nécessiter un plus, plus gros investissement de ta part pour retrouver les performances que tu avais. Et ça n'a peut-être pas de sens pour toi de t'investir autant aujourd'hui, sachant qu'il n'y a rien à gagner à part ton plaisir personnel, tout en sachant aussi que tu vas retrouver sans doute 90% de tes perfs et 90% de ton physique sans te dépouiller et avec le rythme que tu avais avant. Alors après, comme l'a dit Fabrice aussi, on n'a pas beaucoup de détails sur la durée de ton arrêt, pourquoi tu t'es arrêté, voilà tout ça. Donc c'est sûr que si tu t'es arrêté 5 ans, bah là ça c'est pratiquement sûr que tu n'atteindras pas ton niveau. Si tu as arrêté 6 mois, bon, il y a de fortes probabilités que tu puisses retrouver 90%. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, il faut s'arrêter le moins possible. Plus le temps passe, moins il faut s'arrêter pour conserver son niveau. Et peut-être, et c'est difficile pour nous, qui sommes adeptes du progrès, ne plus chercher à progresser sur des exercices qu'on faisait, mais peut-être faire de nouveaux exercices en muscu, chercher à progresser, mais sur les exercices que tu fais depuis, je sais pas, 15 ans, bah, c'est sûr que la progression, peut-être pas rêver, quoi. Faut peut-être pas rêver, et voilà. Moi, je conseille toujours d'essayer d'autres activités en plus, et surtout quand ça fait 15 ans que tu t'entraînes, t'as quand même fait le tour de l'activité, et, euh, et voilà, revenir à 105 kilos en série au développé couché, je sais pas combien tu pèses, mais ça a peut-être moins de sens que de remonter à 95 ou 97,5 kilos à 100 kilos pour le chiffre symbolique en série, puis de remonter à 105, donc tu remontes à 100 et puis tu fais d'autres activités, sachant que plus tu vas forcer en muscu,
comme on le disait dans le podcast, il y a 2-3 podcasts, plus ça va t'handicaper pour d'autres activités. Donc ça a moins de sens. Voilà. Ouais, d'ailleurs, t'avais fait un podcast de secret du kayak avec d'anciens kayakistes de haut niveau et il y en avait un qui avait dit que après le kayak de haut niveau, lui, il avait préféré changer complètement d'activité parce que comme il ne pouvait plus s'entraîner autant pour le kayak, ses performances baissaient et il se faisait battre dans des petites compétitions par des gens qui battaient avant. Et du coup, au final, il a préféré complètement changer d'activité parce que mentalement, c'était mieux. Et du coup, il pouvait à nouveau reprogresser, Bien sûr. voilà, relativement à lui-même. Mais il avait bien conscience que dans la nouvelle activité qu'il ferait, jamais il serait très bon parce que du coup, voilà, il repartait comme un débutant et tout ça. C'était très bien expliqué dans le podcast. Et c'est vrai que c'est difficile mentalement parce que tu te dis putain, je repars à zéro. En gros, voilà, je redeviens débutant sur un nouveau truc, donc il va me falloir encore plusieurs années pour être pas trop mauvais. Et c'est vrai que pour les gosses, c'est un peu rude parce que du coup, tu mets 15 ans ou 20 ans d'entraînement dans une activité, dans les chiottes, pour recommencer un truc nouveau où tu vas pas être très bon. Et en termes d'ego, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'au niveau du corps, c'est probablement mieux, mais c'est Oui. ça qui est rude en fait. C'est à chaque fois se dire on met toutes ces années d'entraînement dans les chiottes. Ben voilà. Mais c'est vrai, ouais, Faut pas les mettre dans les chiottes, mais il faut, entre guillemets, faire d'autres exercices si tu as envie de continuer à progresser, ou t'investir plus, mais voilà, ça a peut-être moins de sens, ou te maintenir et puis faire d'autres activités, voilà. Et puis t'es débutant, après tu parlais des années pour avoir un bon niveau, mais après tu fais une activité en général parce qu'elle te plaît et qu'elle te fait plaisir. C'est le même truc, c'est la motivation un peu autotélique dont tu parles sur ton ouais, site. ouais, c'est ça, mais c'est ça, Voilà, c'est l'activité qui te plaît, mais tu penses pas aux années qu'il va te falloir pour être bon. En fait, tu t'en fous d'être bon ou pas. C'est juste, c'est vrai. tu t'en fous. Il faut changer un peu. Mais bon, cela dit, c'est très marqué sur la muscu parce que en fait, le truc avec la muscu, c'est qu'on le vit corporellement. En fait, c'est ancré en nous parce que musculairement, on le voit à chaque fois qu'on se voit dans le miroir, tout ça, on se voit diminuer éventuellement si on réduit la muscu ou si on peut plus s'entraîner. Et c'est ça qui est dur. Parce que, imaginons que, voilà, celui qui fait du tennis, qui peut pas faire du tennis, peut-être son avant-bras va diminuer en taille, mais tous les jours, quand il se voit dans le miroir, ça lui rappelle pas qu'il ne peut plus faire du tennis ou qu'il a perdu son niveau en tennis. Alors qu'avec la muscu, tous les jours, quand on se regarde, on sent ce qu'on perd. Et ça, c'est vrai que mentalement, c'est difficile et on le chope 2 fois plus. Alors enfin, on le perçoit beaucoup plus que pour les autres activités, alors qu'en réalité, avec les autres activités, c'est pareil, en fait. Dès que tu arrêtes un peu ou que tu réduis, tu perds. Et donc, je donne toujours l'exemple de l'apprentissage de la langue, parce que ça marche assez bien. À un moment donné, je travaillais beaucoup pour apprendre l'espagnol et réussir un concours, un espèce d'examen là qui s'appelle l'examen Cervantes, qui valide mon niveau. Et j'avais beaucoup travaillé, puis j'avais passé l'examen et j'avais eu un niveau qui s'appelle niveau B2, qui est pas trop mal, sans être extraordinaire. Et après, j'ai arrêté de m'entraîner. Et là, je pense que j'ai un niveau plutôt B1, tout simplement parce que j'ai arrêté. Mais sauf que quand je me regarde dans le miroir le matin, ça me rappelle pas que je suis passé du niveau B2 à B1. Par contre, ça me rappelle que là, ça fait presque un mois que je me suis pas entraîné, tu vois, en niveau muscu et renforcement musculaire. Donc c'est ça qui est terrible avec la muscu, c'est que ça se voit. De la même façon, celui qui fait de la course à pied puis que tout d'un coup il réduit la course à pied, il se regarde dans le miroir, ça lui dit pas que sa fréquence cardiaque elle est passée de je sais pas de 50 à 60 parce qu'il a pas pu s'entraîner. Donc mais la musculation, voilà, avec ce travail sur le corps, c'est assez terrible parce que ça nous définit un peu et on voit vraiment la chute. Ça, c'est ça qui est rude. C'est ça qui est rude, mon cher Rudy. Bien sûr. Donc la solution, et on va conclure là-dessus, c'est de pas avoir de miroir chez soi. Comme ça, tout va bien. Ne regardez pas et tout ira pour le mieux. Ah, mais ta femme te le rappelle, mon pauvre. Ta femme te le rappelle. Toi, moi, ça va, personne me le dit. Mais d'ailleurs, l'autre coup, j'ai une petite discussion avec ma femme parce qu'elle me disait, ah, t'as perdu des biceps, etc. Je dis, oui, mais regarde, écoute, tu peux pas à la fois me dire que j'ai perdu du muscle et puis en même temps me dire qu'il faut que j'arrête de faire le con à l'entraînement pour pas me blesser. À un moment donné, c'est antinomique. Il faut accepter que je perde un peu de muscle et que je m'entraîne moins. C'est pas possible. Tu gardes tes biceps et tu prennes pas de risque et tu te blesses pas, Fabrice. Donc, trouve une solution. Trouve une solution. Parce que sans ça, sans biceps et blessé, elle va se barrer. Elle va dire, il fait même plus de tâches ménagères, le type, il fait plus rien, quoi. J'ai essayé toutes les solutions possibles, réduire les temps de repos, voilà, j'ai essayé le machin, comme tu l'as dit, là, le Katsu training, etc. Et c'est vrai que
On l'a déjà dit plein de fois en podcast, là, en rappelant les 3 facteurs de l'hypertrophie. Quand on peut pas avoir du stress mécanique, on va dire suffisant, c'est quand même très difficile. C'est difficile quand même. Voilà Bah, l'histoire. et bah sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur YouTube sous la vidéo ou sur SoundCloud. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Apple Podcast avec la note de 5 étoiles sur 5 ou sur Spotify avec également 5 étoiles. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce podcast, mettez-les sur les forums Superphysique. Les forums sont encore très 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 actifs et on y répond également à l'écrit. Il y a pas mal d'animations. Donc superphysique.org puis forum. Et en plus, encore une fois, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description pour aller un petit peu plus loin avec ton conseil. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous et bon entraînement. Salut!